Bonjour et bienvenue à cette conférence pour les gens qui désirent se lancer ou prendre de l'expansion en production vache-veau. Nous avons intitulé cette conférence Budget inversé en production vache-veau. Un merci à nos organisateurs, le groupe Projet Veau d'Embauche et la participation financière, évidemment, du réseau AgriConseil. Donc, se lancer ou prendre de l'expansion dans le veau d'embauche, méthode de budgétisation. D'abord, notre plan de match. On va, dans un premier temps, définir ses objectifs, donc définir les objectifs du promoteur, voir comment on peut participer à son budget, pourquoi on a retenu une technique qu'on a appelée budget inversé. On va simuler grossièrement un cas d'acquisition de ferme et finalement terminer par des moyens d'amélioration. Mais vous direz budget inversé ou plutôt pourquoi commencer par la fin? Bien, la raison est fort simple. Le fait de commencer par la fin nous oblige d'abord à se poser des questions afin de bien définir nos objectifs. Ça nous permet surtout de faire passer les objectifs avant les moyens. En méthode de budgétisation traditionnelle, on réalise le budget et à la fin, on regarde ce que ça donne et on se dit, on va faire avec. Mais dans le fond, c'est faire abstraction de nos objectifs en soi. Cette technique nous permet donc d'arriver à un résultat différent. D'abord, une mise en situation. Évidemment, comme vous le savez, la production vache-veau est omniprésente au Québec, mais aussi en Chaudière-Appalaches. Elle se prête très bien à une certaine occupation du territoire. On sait malheureusement qu'elle n'est pas la plus lucrative et aussi qu'elle doit gagner sa place versus d'autres productions. C'est-à-dire que les producteurs vache-veau sont eux aussi en concurrence avec les autres producteurs pour les ressources locales ou régionales. Par contre, la production vache-veau permet un établissement de nouveaux joueurs beaucoup plus facilement que, par exemple, dans les fermes laitières ou dans le porc, parce qu'elle nécessite, entre autres, moins de capitaux au départ. Elle offre aussi beaucoup de souplesse, à la fois sur le volume de production et aussi sur la spécialisation ou non qu'on veut en faire. Bon, une fois, si on veut se lancer dans la production, évidemment, il faut d'abord se trouver ou chercher une entreprise, un secteur, ce que j'ai appelé la ferme convoitée ou la ferme à trouver. On va se donner une chance, on va dire que supposons qu'on a trouvé une ferme qu'on convoite. La première étape, c'est de bien l'analyser et de bien connaître celle-ci. C'est quoi sa description? C'est quoi sa capacité de produire? Quel est le nombre de vaches actuelles sur la ferme? Est-ce qu'elle a un potentiel d'augmentation? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que ça contient en termes de superficie de terrain, en termes de culture, de rendement? Est-ce qu'à ça est attaché un boisé ou une érablière avec ou sans quota, et avec ou sans exploitation actuelle? Il faut s'arrêter et s'intéresser à l'état des bâtiments et à leur capacité. Le troupeau est comment? Quelle race est présente? C'est quoi la productivité? C'est quoi l'âge? D'ailleurs, je vais revenir plus loin avec une diapo strictement sur le troupeau. Le parc à machinerie, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas? Est-ce qu'il est à acquérir ou pas? Parce que même si on achète une entreprise, on peut acheter l'immeuble. On n'est pas nécessairement obligé d'acheter le troupeau qui est dessus, qui va avec. Le propriétaire actuel peut très bien vendre son troupeau ailleurs, comme on peut ne pas acheter la machinerie et le producteur pourra la vendre à d'autres personnes.
ou on peut l'acheter pour la revendre si on se sent un peu commerçant. Mais donc, à l'intérieur de ça, de tout ça, il faut voir notre mode de fonctionnement désiré dans le futur. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on se voit? Est-ce qu'on se voit complètement autonome? Est-ce qu'on se voit en travaillant avec un peu de forfait? Ou est-ce qu'on se voit, par exemple, acheter une partie plus ou moins importante de son foin? Pardon. Vous m'excuserez, j'ai un problème de rhume de ce temps-là. Ma voix n'est pas très, très douce nécessairement et je vais avoir quelques sauts. Il faut aussi analyser et reconnaître les rendements et la productivité de la ferme, mais en même temps reconnaître que dans ce qu'on voit présentement sur cette ferme-là, il y a à la fois la capacité de la ferme, mais il y a à la fois la capacité et les limites du propriétaire actuel dans son exploitation ou dans ses choix d'exploitation qu'il a fait. Donc, on peut voir des rendements qui sont, on peut dire, un peu décevants, mais les rendements ne suivront pas nécessairement le changement de propriété. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer. Et à l'inverse, si on voit une ferme avec des très bons rendements, ben, il faut se poser la question, est-ce que moi, quand je serai propriétaire, je vais être capable de maintenir ces mêmes rendements? Bon, maintenant, le budget. Et dans le fond, ce n'est pas vraiment le budget qu'on va regarder, mais beaucoup plus la résultante de celui-ci. Quand on a des résultats d'entreprise, on a un tableau qui se distingue, comme ce qu'on voit ici, en 5 parties différentes. On a des produits bruts totaux, donc des revenus, des charges d'exploitation, où ici on a exclu les salaires, les intérêts et les amortissements. Ensuite, on a tout ce qui s'appelle la masse salariale, que ce soit les salaires aux employés, que ce soit des retraits des exploitants, ou que ce soit les impôts des exploitants ou de l'entreprise. C'est pas directement pour les salaires et les retraits, c'est une dépense d'exploitation, mais pas pour les impôts. Mais on en peut en faire une catégorie séparée. Pardon. Ça va nous donner une capacité de remboursement maximum, ce qu'on appelle la CDR maximum, à laquelle on va enlever les remboursements qu'on doit faire en capital et en intérêt, ce qui va nous donner le sol résiduel. Donc, des produits, des charges, des salaires, un service de la dette et un sol résiduel. Dans toutes les entreprises, c'est ce qu'on va retrouver et ce avec quoi on va devoir jongler ou vivre ou supporter. Donc, dans le budget inversé, donc, comme je vous disais, on commence à l'envers. On va commencer avec, j'ai osé dire le plus simple, mais ce n'est pas nécessairement le plus simple, mais sûrement le plus important. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux me lancer dans la production? C'est probablement parce que j'ai le goût de vivre en campagne, mais j'ai le goût de vivre. Donc, j'ai besoin de combien pour vivre? Et là, il y a différentes alternatives. Il y en a qui vont nous dire, je retire absolument rien de la ferme, mon conjoint ou ma conjointe va me faire vivre. C'est une façon. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, j'ai besoin de 15 000 parce que ça va compléter mon revenu familial. Un autre conjoint là, qui travaille à l'extérieur, qui a déjà un revenu. D'autres vont dire, non, non, moi, actuellement, je travaille à l'extérieur, je gagne 40 000 par année. J'ai besoin du 40 000 par année, donc il faut que ma ferme soit capable de compléter, de me fournir ce plein revenu-là. Ou encore, je travaille un peu moins sur la ferme, c'est-à-dire que je ne considère pas ma ferme comme un temps complet, mais je suis prêt à faire du salaire extérieur, du travail extérieur. Ça peut être travailler sur une autre ferme, ça peut être travailler en entreprise, ça peut être avoir une autre entreprise. Bon, il y a beaucoup d'options possibles là-dedans. Évidemment, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, est-ce que c'est réaliste, vérifier si c'est fiable. Si vous pensez que vous pouvez vivre avec 8 000 $ par année, on va probablement vous questionner. Puis est-ce que c'est compatible avec vos objectifs, avec ce que vous voulez, et je dirais même plus, avec ce que votre famille veut. Est-ce que, par exemple, votre conjoint ou votre conjointe est prêt à faire vivre la ferme? Pour 1 an, peut-être, pour 2 ans, possiblement,
Mais si on parle pour 15, 20 ans ou 30 ans, il y a des fortes chances qu'à un moment donné, on dit non, ça n'a plus de bon sens. L'entreprise doit être capable de faire vivre au moins pour le travail qu'on y fait. Donc, la première question qu'on va vous poser, qu'on va vous demander, sur laquelle vous devrez réfléchir, c'est j'ai besoin de combien je veux me retirer combien de l'entreprise pour vivre par année. Ici, j'ai volontairement décidé que je retenais 24 000 $. Donc, dans ma catégorie salaire, retrait et impôts va être de 24 000 $. Ce qui va me donner ce tableau-là. Donc, vous voyez que je n'ai pas encore mes revenus, je n'ai pas encore mes dépenses, mais mon objectif, c'est d'être capable de me sortir 24 000 $ par année. Après ça, dans le pourquoi je fais ça, est-ce que j'opère une entreprise tout simplement pour vivre ou j'espère avoir une entreprise le moindrement profitable, donc qui dégage un surplus annuellement? Bon, c'est ce qu'on appelle le sol résiduel. Donc, je veux exploiter mon entreprise, puis c'est pas mal plus intéressant quand à la fin de l'année, il me reste un sol résiduel. C'est quoi un sol résiduel? C'est le surplus qu'on n'a pas de besoin pour opérer l'entreprise, donc pour les dépenses d'opération, mais qui peut nous servir à réinvestir, donc si on veut développer notre entreprise, ou qui peut nous servir en cas d'imprévu. Vous savez, en agriculture, vous êtes sujet à on est sujet à plusieurs éléments différents. Donc, ça arrive qu'il y a des moins bonnes années. Donc, ce coussin-là peut nous permettre de subvenir à ça. Il faut voir aussi que quand vous voulez vous développer, si vous voulez prendre de l'expansion, oui, on peut se financer, mais rarement les créanciers vont vous financer à 100 %. Si vous avez un projet de construction d'étables à 100 000 $, puis que vous venez de démarrer en production, il y a des fortes chances que les créanciers limitent leur mise de fonds à 75 ou 80 %. Excusez. Donc, vous avez besoin d'une mise de fonds à faire. Ici, donc, j'en ai déterminé une que j'ai limitée à 7 000 $. Je dis limitée parce que c'est quand même pas énorme, là, 7 000 $. Mais évidemment, on ne connaît pas encore là, la grosseur de la ferme. Est-ce que j'ai 200 vaches ou est-ce que j'ai 40 vaches? Fait que, on va le voir dans les prochaines diapos. Bon, la ferme, on a trouvé une ferme. La ferme qu'on voit, c'est à peu près sa description. Donc, c'est une ferme de 90 vaches, croisées cimentées en Angus. On part quand même bien. Pas que les autres races ne sont pas bonnes, là, mais c'est une race qui est en demande. On va connaître ce qu'on a en superficie de culture, qu'est-ce qui est cultivé. On peut visiter les bâtiments, voir l'état des bâtiments, combien on peut loger d'animaux. J'oserais dire comment on peut loger ces animaux-là et s'il y a lieu, est-ce que ces bâtiments-là sont facilement aménageables. Mesurer la productivité et les rendements actuels, valider le parc à machinerie et comment est-ce qu'il y a l'air de quoi? Est-ce qu'il est en excellent état? Est-ce qu'il est correct ou est-ce qu'il est carrément à éviter parce que presque en décrépitude? Y a-t-il d'autres potentialités sur la ferme? Est-ce qu'il y a un boisé exploitable? Est-ce qu'il y a une érablière? Une possibilité de carrière en gravier ou en sable? Est-ce que je pourrais développer une petite activité maraîchère ou un petit élevage à forfait? Donc, c'est quoi le potentiel qui est possiblement non exploité de l'entreprise, mais qu'on pourrait éventuellement y joindre? Pardon. Bon, maintenant, c'est quoi les revenus potentiels d'une ferme vache-veau? Bon, pour répondre à cette question-là, je suis allé chercher pour vous les résultats ou les données plutôt du modèle ASRA qui est en cours présentement au Québec et j'ai regardé les années de 2012 à 2020. Si vous voyez la première ligne, le prix stabilisé ajusté, dans le fond, le prix stabilisé ajusté, c'est le coût de production par vache, ramené par vache là, des fermes vache-veau. Donc, c'est le coût de production moyen annuel. On voit qu'il y a une tendance, bon, il y a des hauts et des bas, mais il y a une tendance à la hausse très claire là, dans les dernières années au niveau du coût de production.
En dessous, on voit le prix du marché. Si vous regardez, le prix du marché pour les mêmes années est pratiquement toujours en dessous du prix stabilisé ajusté, donc du coût de production, ce qui fait qu'il y a des interventions d'ASRA, il y a une compensation d'ASRA que j'ai ramenée par vache ici, et l'écart entre le prix stabilisé et le prix du marché, ben, c'est en moyenne ce que l'ASRA va donner pour le modèle. Évidemment, les revenus de chacune de vos entreprises peuvent être différents de ça, mais le modèle ASRA, c'est ce qu'il aurait donné. Fait que, et on peut voir qu'il y a seulement que l'année 2015 où il n'y a pas eu d'intervention dans les 9 dernières années. Les 8 autres années, il y a eu une intervention de l'ASRA et plus importante dans les dernières années parce qu'on sait quand même que le prix des veaux a été plus élevé dans les années 2014, 2015 et un petit peu 2016. Mais après ça, ça a diminué, donc plus d'intervention d'ASRA. Sur la dernière ligne, j'ai mis une note parce que bon, le modèle d'intervention d'ASRA a changé au fil des ans. Et il fut une période où c'était strictement ramené par vache. Il s'agissait d'avoir pas une vache, mais au moins 15 vaches pour être stabilisé, puis la compensation était par vache. Il y a eu des changements au fil du temps là-dedans. Dans la première partie du tableau, c'était un tiers de la compensation sur les vaches, 2 tiers sur les veaux. Maintenant, on est rendu 1/4, 3/4. Donc, évidemment, plus on fait de veaux, plus on fait de beaux veaux ou de gros veaux, ben, plus on va être gagnant au niveau de l'assurance stabilisation. Pardon. Maintenant, ça, ce qu'on a vu, c'était le modèle d'ASRA. Si on regarde, qu'est-ce qui s'est réellement passé, en tout cas pour certaines entreprises, les entreprises viennent via Agritel, donc c'est la banque source de données là, des groupes conseils agricoles du Québec. Pratiquement chaque année, on fait une analyse des fermes dans le Vacheveau. C'est les résultats de 2014 à 2019. Je n'avais pas 2020 là, au moment de réaliser ça. Donc, les produits bruts par vache, les produits bruts, ça inclut évidemment les ventes de veaux, les ventes de quelques bouvillons, les vaches achats moins ventes, parce qu'il peut y avoir les deux, et les variations d'inventaire, plus l'ASRA, plus les agris. Donc, on a des revenus bon, qui jouent entre un produit brut, pardon, là, entre 1300 et 1700 $ environ à chaque année. Puis on a des produits haute production, ça peut être du travail extérieur, des ventes de récolte, du boisé, des rabières ou des petites productions. Ce qui fait que, en moyenne, nos fermes, qui sont légèrement diversifiées, sont allées chercher, on pourrait dire là, autour de 2000 $ par année par vache de revenus. Des années un petit peu moins, des années un petit peu plus. Mais grosso modo, 2000 $ de revenus de produits bruts par vache, dont 1600, 1700 provient de la production telle qu'elle et une partie là, vient d'autres productions. Des brides d'informations très, très préliminaires et très grossières. Dans l'enquête du nouveau modèle qui a été fait cet été, mais qui est en train d'être réalisé, on a pu mesurer des revenus bruts par vache qui allaient de 1500 à 2800, dans les extrêmes là, environ. Donc, au niveau des revenus, si vous êtes une ferme spécialisée ou si vous développez une ferme spécialisée, vous pouvez vous attendre à aller chercher, grosso modo, 1700 $ par vache par année. Et il y a à peu près une couple de semaines, j'ai rencontré un producteur Vacheveau, évidemment, puis qui, lui, était rendu à 2000 $ par année par vache de revenus. Et son conseiller technique qui le suit lui disait, bien, écoute, t'es pas mal au potentiel de ce que tu peux faire avec ton entreprise, parce qu'à 2000 $ strictement de revenus Vacheveau, il est parmi les meilleurs. Bon, évidemment, on peut compléter ça là, avec des revenus, d'autres revenus divers à côté. Aussi, il faut bien voir, tout est relatif dans la vie. Là. Si vous avez une érablière de 25 000 en taille avec quota, ben là, c'est plus l'érablière qui est complémentaire au Vacheveau, mais ça se peut que ce soit le Vacheveau qui devienne complémentaire à une production secondaire à l'érablière. Donc, évidemment, tout est relatif dans la vie. Donc,
Je reviens à mon tableau initial. Si j'ai 90 vaches à 1 700 $ de revenus par vache, bien, ça va me donner 150 quelques mille, à peu près 150 000 de revenus, plus un peu de revenus secondaires, boisés, forfait dans ce cas-ci, pour 18 000 $. Je vais donc obtenir un revenu, un produit brut total de 171 000. Fait que vous voyez, on avance dans notre budget là, tranquillement. Je continue. Maintenant, bon, les revenus, c'est beau, c'est le fun. Malheureusement, pour produire, il y a des dépenses d'opération aussi. Dans nos résultats de groupe que je vous ai présentés tout à l'heure, en 2017 et 2019, et là, j'ai pris les dernières années pour être plus proche de la réalité, là, parce que ça a changé un petit peu avec le temps. Le pourcentage de dépenses moyennes des fermes était de 67 %. Mais dépendamment des groupes, des sous-groupes qu'on prenait, si on prenait des groupes de tête ou par région à la rigueur ou des grosseurs de ferme, bien là, on a des pourcentages qui pouvaient varier. Je vois que j'ai une faute dans le mot groupe, excusez. Ces pourcentages-là allaient de 58 à 77 %. Donc, c'est presque 10 % par en bas et 10 % par en haut. Évidemment, c'est les dépenses, je vous les rappelle, on l'a vu au début, c'est les dépenses d'exploitation. Donc, sans les intérêts, sans les salaires et retraits, sans les amortissements. C'est quand même relativement haut, 67 %. Ça veut dire qu'il nous reste 33 % pour prendre les salaires puis rencontrer le service de la dette. Est-ce qu'on peut dire que c'est anormal? Ben, pas nécessairement, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a de l'assurance stabilisation dans le Vacheveau depuis 1976, donc un peu plus de 40 ans. Et parmi ces 40 années-là, il y a 3 années où le régime d'Assura n'est pas intervenu, en 78, 79, et la plupart s'en rappellent probablement pas, et dernièrement en 2015. Donc, ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, le marché peine à rencontrer les dépenses d'opération des entreprises dans notre contexte. Fait que l'ASRA, on pourrait dire, est pratiquement très nécessaire. Dans les charges d'opération, encore là, dans la pré-enquête ou l'enquête qui est en train de se faire en 2020, on a vu des extrêmes qui allaient. Bon, pas la moyenne, mais l'étendue des dépenses par vache variait entre 1 500 et 2 500 $. Donc, encore là, on voit que c'est 1 000 $ par vache d'écart. C'est beaucoup de variabilité. C'est beaucoup de façons de produire. On veut dire beaucoup dans la façon de produire aussi. Il y a des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres, des modes de gestion de l'élevage qui peuvent être importants, toutes les façons de faire, tout ce qu'on utilise sur la ferme est-tu vraiment nécessaire ou approprié? Et j'ai rajouté une ligne qui est non négligeable parce que c'est de plus en plus vrai dans le Vacheveau comme ailleurs, mais beaucoup dans le Vacheveau. Il faut se trouver une façon efficace et non énergivore en main-d'œuvre afin de produire. C'est pas vrai, c'est plus vrai qu'on va faire vivre une personne occupée à temps plein et faire vivre une personne décemment avec 40 vaches. C'était peut-être vrai au début des années 80, ça ne marche plus aujourd'hui. Si on a 40 vaches, il faut être à peu près un tiers de travailleurs sur la ferme. Si on veut être à temps plein, il faut viser pas loin du 120, 125 vaches comme troupeau. En tout cas, au moins 100 vaches, c'est ça qui va occuper une personne, qui devrait occuper une personne à temps plein. Et c'est ça qui va permettre de payer un salaire décent à une personne à temps plein. Donc, je reviens à mes charges d'opération, toujours dans mon résumé de budget. Pardon, j'avais mes revenus. Si j'applique 67 % de charges directes, de charges totales plutôt, à mon revenu, 67 % de 171 000, c'est 114 000. Fait que les revenus, moins les dépenses d'opération, il me reste 56 000. Si j'enlève à ça les salaires que je me suis fixé comme objectif ou la masse salariale que je me suis fixé comme objectif de 24 000, bien finalement,
il me reste quoi? Il me reste 32 000 pour rencontrer mon service de la dette. Puis en réalité, si je veux vraiment répondre à mes objectifs, parce que je me suis fixé que je voulais une marge de manœuvre de 7 000 ben c'est 25 400 qu'il me reste pour que je peux allouer au service de la dette, au paiement de la ferme. Bon, on peut faire quoi avec 25 000 de capacité de paiement? Excusez-moi. Bon, j'espère que ça va aider ma gorge. Donc, c'est quoi ma capacité d'emprunt si j'ai 25 400 pour payer? Bien, évidemment, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre des taux d'intérêt, puis ça va dépendre de la période sur laquelle je veux emprunter ce montant-là. Bon, j'ai fait des scénarios avec 2 4 et 6 d'intérêt. Évidemment, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins je peux emprunter une grosse somme que je veux rembourser sur 15 ans. Et plus les taux d'intérêt sont faibles, ben, je peux me permettre d'emprunter plus. On l'a très bien vu là, dans le monde des hypothèques dernièrement, là, où on a des taux d'intérêt en bas de 2 ben, les gens ont pu se payer des maisons à plus grosse valeur. Ça a eu un effet sur le prix des maisons aussi. Je peux aussi allonger ma dette, donc la faire passer de 15 ans à 20 ans. Malheureusement, ces deux items-là, vous n'avez pas beaucoup de contrôle dessus. Sur le taux d'intérêt, vous avez, j'allais dire, aucun contrôle dessus, mais le seul contrôle que vous avez, c'est si vous êtes reconnu comme un bon gestionnaire, vous allez probablement vous gruger là, quelques dixièmes de points de rabais sur les taux d'intérêt. Mais sinon, c'est ni vous ni moi qui décidons des taux d'intérêt. Bon, ça vient de la Banque du Canada, ça vient de l'économie en général, etc. La durée de l'emprunt, même chose. Vous ne pouvez pas décider unilatéralement, mais moi, je vais financer ça sur 25 ans ou 30 ans. Bon, 30 ans, ça ne se fait plus. Parce que la durée d'emprunt doit être proportionnelle aux actifs que vous avez. Fait que si vous achetez, que vous avez ou que vous achetez. Fait que si vous achetez des bâtiments qui sont en décrépitude, ben, il n'y a pas un créancier qui va vous financer ça sur 20 ans. Il va vous les financer sur 10 ans en proportion. La partie fonds de terre va être allongée. Le reste, c'est des bâtiments, de l'équipement, de la machinerie, puis des animaux. Donc, il n'y a rien qu'on étire sur 20 longtemps là-dedans. Donc, on pourrait se permettre, dans le cas d'une relève, d'aller jusqu'à 20 ans si on a une belle structure, une bonne structure bien entretenue. Mais si ce n'est pas ce qu'on a, on a plus de chances d'être autour du 15 ans. Bon, si je fais abstraction de ma volonté de me garder 7 000 de revenus et que j'utilise tout le 32 000 pour faire mes paiements, mais toujours avec les mêmes prémices, ben, là, je peux passer de 320 000 à 534 000. 320 000 si je suis à 15 ans, 6 à 534 000 si je suis sur 20 ans à 2 Je vous rappelle, tantôt, on était à peu près à 250 000 ici et 438 000, je pense, sur la diapo précédente là, avec le montant. Donc, on a gagné une capacité d'emprunt. Et ce que j'ai mis en jaune, c'est cette même capacité d'emprunt-là divisée par 90 vaches. Fait que je vais d'une dette de 3 500 par vache jusqu'à près de 6 000 par vache que je pourrais possiblement aller dans le meilleur des cas là, ici. Mais évidemment, je vous rappelle que si on utilise tout le 32 000, on ne respecte plus les objectifs qu'on s'était fixés de maintenir un sol résiduel. Bon, maintenant, c'est 3 000 par vache ou 5 000 par vache d'emprunt. Est-ce que c'est beaucoup? Tout est relatif, vous allez me dire. Je suis retourné voir dans la banque de Vie Agritel, encore une fois. J'ai regardé nos groupes de fermes. C'était quoi la dette que ces entreprises-là supportaient? Et j'ai ramené toute la dette, là, la dette à court terme. Donc, la dette court terme, en moyenne, joue entre 6 et 800 par vache. La dette moyen long terme jouait entre 3 000 et 4 200 Évidemment, si on prend la dette totale, ben, entre 3 000 et 5 000. Là. Mais on va surtout s'arrêter
aux 3 000 à 4 000 ici, parce que c'est ça, que ce qui nous reste pour rembourser l'argent qui nous reste, le CDR, c'est ça qu'elle va rembourser, là, la dette moyen-long terme. Donc, on a vu qu'on pouvait aller de 3 500 à, je ne me rappelle plus le chiffre, 5 900 $. En moyenne, nos fermes sont endettées, on pourrait dire, autour de 4 000 ça dépasse de 1 000 le minimum dans le pire des cas. Puis, ça veut dire qu'il nous reste une soupape de peut-être 1 000, 1 500 $ pour une belle structure, une belle entreprise qu'on pourrait acquérir. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous êtes un acheteur de ferme, puis que le producteur de qui vous achetez la ferme est déjà endetté à 4 000 $ puis qui est prêt à prendre sa retraite, par exemple, puis prêt en âge, puis là, ben, la dette de 4 000 $ qu'il y a là, vous allez le ramasser. Puis là, vous vous dites, ben moi, le maximum que je peux monter, supposons, c'est 5 000 $. Ben, ça veut dire qu'il vous reste 1 000 $ par vache de lousse. Si vous avez 90 vaches, je vais garder mon exemple, ben, vous pouvez payer l'agriculteur, vous allez y payer ses dettes, plus 90 000 $. Avec 90 000 $, je ne pense pas qu'il va faire une grosse retraite avec ça. Ça veut dire que ce qui risque d'être faisable pour vous risque peut-être d'être irréaliste pour lui. Alors que le même producteur de qui vous achetez, s'il n'y a plus de dette, puis que vous le payez 5 000 $ par vache, bien, vous allez lui payer 450 000 $ qu'il va pouvoir utiliser pour sa retraite. Ce n'est pas encore faramineux, mais c'est beaucoup mieux que le 90 000 précédent. Bon, avec cette dette-là, la dette de nos groupes, est-ce qu'ils ont dégagé beaucoup d'argent? Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient endettés environ à 4 000 $. Maintenant, est-ce que les fermes roulaient sur l'or avec ça? Ou si, au contraire, c'était un peu serré? Vous avez les résultats, et là, je ne les regarderai pas tous, de 2014 à 2019. Et, pardon, vous voyez que ces fermes-là, c'est quand même des relativement grosses entreprises. On a 203 vaches. Fait qu'on est loin de la ferme de 40 vaches. Et ça a donné un chiffre d'affaires de 440 000. La moyenne ces 6 dernières années, ils sont à 68 de dépenses. Je vous parlais de 67 tout à l'heure. Leur masse salariale est de 66 000. On comprend qu'à 203 vaches, il y a probablement près de 2 travailleurs à temps plein là-dessus. Ça a laissé une CDR de 72 000, capacité de payer, et les paiements réalisés par les fermes sont à 80 000, presque 80 000 $ par année. Mais si on fait la moyenne des 6 ans, bien, en réalité, il a manqué 7 000 $ par année. C'est presque zéro. Là, on était à moins 1 du chiffre d'affaires. Dans les 6 dernières années, on a 3 années positives, 3 années négatives avec la dette qu'on connaît. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller nécessairement beaucoup au-delà de ces niveaux de dette-là, c'est-à-dire 4 à 5 000 $ par vache, du moins si on produit à peu près comme la moyenne des producteurs. Si on a des marchés spécifiques ou des choses comme ça, on pourra se poser d'autres questions. Bon, à partir de là, ça demande une analyse de situation. OK, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce qu'on vient de voir ou de comprendre, c'est qu'on a une limite relativement importante au niveau de la capacité d'emprunt. Ce que ça veut dire ou ce que ça implique, qu'il va falloir faire des choix des actifs, j'allais dire raisonnables, mais ce n'est pas le bon mot, des choix judicieux des actifs qu'on va faire, autant de l'immeuble, terre et bâtiments, que du troupeau, que du parc à machinerie. Et là, je vais mettre un gros bémol tout de suite. Pardon. Si, par exemple, vous voulez vous établir dans une région où le fonds de terre est à 15 000 $, puis on commence à en avoir passablement dans le sud, dans le nord, plutôt de Chaudière-Appalaches. Ben, si le fonds de terre est à 15 000 $ l'hectare, puis qu'on sait que ça prend à peu près 1 hectare pour nourrir une vache,
ben, juste en achetant la terre, là, vous êtes déjà à 15 000 d'endettement par vache. Là, on n'a pas de bâtisse, on n'a pas de machinerie, on n'a pas de troupeau. Donc, ce que ça implique, c'est que la capacité de s'installer, on va dire, dans un format conventionnel, dans une région où les terres sont à très, très haut prix, sont à peu près inexistantes. À peu près. Il peut y avoir d'autres choses. C'est bien sûr que ça, c'est la capacité d'emprunt. Mais qu'est-ce que vous apportez ou qu'est-ce que vous avez de disponible comme mise de fonds? Est-ce que vous avez des mises de fonds personnelles, familiales ou accès à du capital patient? Bon, une mise de fonds personnelle, vous avez déjà une maison que vous avez depuis 8-10 ans. Vous avez hypothéqué votre maison pour 120 000 il y a 8 ans. Aujourd'hui, vous pouvez la revendre 200 000 puis votre dette est à 80 000. Bien, vous avez 120 000 d'équité sur votre maison que vous pouvez aller chercher si vous revendez votre maison ou qui peut vous servir de garantie si vous l'empruntez, mais ça risque d'être plus difficile. Mais vous avez possiblement déjà de l'équité, entre vous, de la valeur personnelle que vous pouvez prendre. Vous pouvez avoir des mises de fonds familiales, des parents, des amis, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, dépendamment des familles que vous avez, des gens qui sont prêts à vous accompagner dans votre projet, pas nécessairement à un coût de 100 000 mais si vous avez 2-3 personnes dans la famille qui sont prêtes à investir 10-15 000 avec vous, bien, des fois, c'est ce qui peut faire balancer le projet du côté positif versus le négatif. Vous pouvez peut-être aussi avoir accès à du capital patient. Du capital patient, c'est des gens qui vont vous prêter de l'argent, puis dans le fond, ils ne sont pas pressés de le revoir. Donc, je suis prêt à te prêter 200 000, je vais te prêter ça à un taux d'intérêt correct, là, même très correct, mais je ne veux pas que tu me rembourses rien avant 10 ans ou 12 ans. Ben, ça peut être intéressant parce que dans 10 ans, si vous avez fait une bonne exploitation de votre entreprise, une bonne gestion de vos avoirs, bien, votre dette initiale, elle a pu être remboursée sans être totalement remboursée, elle a pu diminuer, ce qui fait qu'après 10, 12, 15 ans, bien, vous pourriez commencer à rembourser du capital patient. D'autres points qui peuvent aider à faire mieux, évidemment, c'est l'amélioration des performances. Et ça, c'est pas négligeable, là, on va y revenir plus tard, mais l'amélioration des performances, il faut voir évidemment d'où on part et jusqu'où on va. Si la ferme est déjà très performante, ça va être plus difficile à faire mieux. Si la ferme a des performances très, très, très ordinaires, bien, votre potentiel d'amélioration est beaucoup plus grand et plus rapide. Puis, il faut mettre aussi en relation avec ça la grosseur d'entreprise, de travail extérieur. Si vous visez une petite entreprise pour 40 ou 45 ou 50 vaches et que vous voulez travailler à l'extérieur, bien, la dimension n'est pas la même que si vous voulez en vivre. On va parler de 100, 120, 150 vaches peut-être. Bon, des pistes de solutions ou d'amélioration, j'en ai une liste ici. Les 3 premières, je vais y revenir. Donc, performance, efficacité d'élevage, poids et prix de vente, puis efficacité du travail. Mais il y en a d'autres qu'en cherchant un peu, j'ai trouvé. Il existe avec le MAPAC un concours qui s'appelle, bon, je ne sais pas s'il existe encore, mais qui existait dans les années 2018-2019 au moins, qualité du meilleur veau. Puis dans le fond, c'était quoi les meilleurs veaux? C'est le personnel du MAPAC analysait dans les enquêtes qui allait chercher des meilleurs prix dans les strates de poids. Puis, selon les années, puis selon les catégories de veaux, là, ça rapportait de 80 à 160 de plus par veau. Là, ce n'est pas un prix du MAPAC. C'est les gens qui avaient des beaux veaux, ils réussissaient à les vendre 80 à 160 de plus par veau. Évidemment, on peut développer des marchés spécialisés, soit par la race, soit par des bœufs à l'herbe, soit par une mise en marché ordonnée ou à la ferme, bon, débitage, etc. Là. Il y a différentes façons. Pour ceux qui s'intéressent, ça peut être une avenue. Il peut y avoir des fermes sans sol ou avec très peu de sol, c'est-à-dire du pâturage seulement la superficie qu'on a besoin en pâturage. Un seul tracteur, un tracteur, une pelle, un souffleur, dans le fond, ce que vous avez besoin pour nourrir les animaux, gratter, faire le nettoyage,
ouvrir la cour, puis tout le foin, par exemple, est acheté avec des contrats. On peut faire aussi des associations gagnant-gagnant avec d'autres entreprises, partager la machinerie. Vous avez un père, un frère, un ami qui a une ferme pas loin. Ben, si vous partagez la machinerie ou si lui vient faire vos travaux, ça risque de vous revenir à un prix moins élevé que si vous vous équipez tout seul. Et bon, vous connaissez bien d'autres techniques, les enclos d'hivernage, les différents modes d'élevage. Le choix de la région, évidemment, est important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être par de l'élevage à forfait. Il y a différentes façons d'améliorer ses revenus. Quand je reviens dans les performances, bien, comment ça va se mesurer les performances? Évidemment, le nombre de veaux produits par vache. Dans le dernier modèle d'Astra, ça allait de 0,7 veaux par vache à 1,15 veaux par vache. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, évidemment, ça dépend de faible mortalité, pourcentage de jumeaux, remplacement des quelques veaux morts. C'est sûr que si on en a 25 à remplacer, c'est difficile. Si on a 2 ou 3 ou 4 veaux à remplacer dans l'année, ce n'est pas la fin du monde. Le deuxième, probablement tout aussi important, le nombre de kilos produits par vache. On va y revenir plus tard. Le pourcentage de mortalité, on voit encore des fermes avec 20, 22, 25 de mortalité. Puis on voit des fermes en bas de 5 de mortalité. Et je vais en ajouter un que j'ai vu par expérience cet été, le pourcentage de fertilité. Les taureaux infertiles au champ, quand vous vous ramassez qu'il y a 50 des vaches qui ne veulent pas l'année suivante, j'ai vu ça, là. C'est catastrophique. Les coûts alimentaires. J'ai encore dans l'enquête qu'on a réalisée à l'été, on a vu des variations sur le coût de ce qui s'appelle concentré. Concentré, ça peut être autant du grain, du minéral, du supplément. Moi, la ferme la plus basse que j'ai vue, ça lui coûtait 12 par vache par année. Puis la plus haute que j'ai vue, ça lui coûtait 180 par vache par année. Puis la plus basse vendait des veaux pas loin de 200 livres plus gros que la première, que celle avec les gros coûts. Le coût de production des fourrages. On peut s'équiper pour produire du fourrage à 250 puis 3 piastres la tonne. Il y a des gens qui réussissent à produire du fourrage à 120, 125, 150 piastres la tonne. Donc, ça compte. La quantité de fourrage produit versus le pâturage. Plus on est capable, ce qu'on n'a pas à récolter nous coûte moins cher. Et je ramène le temps de travail, l'efficacité du travail qui n'est pas négligeable. Le poids des veaux et le prix de vente des veaux. Je vais passer rapidement parce que je vois que j'avance dans le temps, mais vous savez qu'on obtient les meilleurs prix. Ici, c'est les veaux morts, là, une moyenne de 4 années, hiver-automne, de 2015 à 2019. On obtient les meilleurs prix autour de 550 livres. Au niveau des femelles, c'est plus peut-être autour de 600 livres. Ça s'étire un petit peu par l'avant. Donc, on n'a aucune raison de vendre des veaux en bas de ces prix-là, parce que chaque livre qu'on va vendre, chaque fois qu'on va le vendre plus lourd, chacune de mes livres va être payée plus intéressante. Au lieu d'être payé, mettons, je ne sais pas, 2,10 la livre, je vais être payé à 2,45. Donc, j'ai tout intérêt à les vendre plus lourd. Et même quand je les vends plus lourd dans le temps, même si le prix à la livre baisse, on va voir dans le prochain graphique que ça nous avantage aussi. Ici, c'est le prix des femelles, fait que c'est la même tendance, sauf que l'intervalle de poids au niveau des bons prix est un petit peu plus long. Il y a comme un plateau. Si c'est trop léger, c'est vraiment pas intéressant, puis il y a moyen de faire plus lourd. Ce que ça donne comme résultat, bien, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai comparé des veaux de 550 livres à des veaux de 650. J'ai pris les milieux de strates à des veaux de 650 livres à des veaux de 750 livres en fonction des prix obtenus. Fait que si je prends l'hiver, on va faire un exemple. À l'hiver, la moyenne 4 ans, mes veaux de 650 livres m'ont rapporté 65 de plus par veau qu'à 550 livres. Puis à 750, ils m'ont rapporté 209 de plus pour 200 livres de plus. Puis à l'automne, les gains étaient encore plus intéressants, là, mais bon, ça peut varier d'une année à l'autre. Mais non seulement j'ai plus de revenus par veau, donc par vache à l'autre bout,
Mais en plus, mon Astra va être plus payant. Mon Astra va me donner 37 de plus pour 100 livres ou 45 kilos en moyenne ces années-là, et 75 de plus pour 200 livres. Donc, de grossir mes veaux en haut du 550 livres, je vais au minimum, dans le pire des scénarios, je vais aller chercher 100 piastres de plus par veau. Puis au maximum, si je fais les meilleurs choix, ça plus ça, je vais aller chercher 345 piastres par veau. Puis chez les femelles, c'est un petit peu plus que ça encore, un petit peu plus intéressant. Donc, il faut faire de la viande. Vous vivez à faire de la viande, vous vivez à vendre de la viande, bien, il faut qu'il y en ait de la viande. Donc, si je ramène la qualité, plus qu'on vient de voir sur les prix, bien, c'est 500 par veau possible. Sur le 0,9 veau par vache, c'est 450 par vache qu'on peut aller chercher de revenus de plus. Je reprends de tout à l'heure nos revenus, on disait 1700 par vache, à peu près. Bien là, on est capable de monter à 2150, excusez, passer de 1700 à 2550, 2150, pardon. Évidemment, il ne faut pas croire, c'est pas une pensée magique, là. Faire ce qu'on vient de voir, ça prend un plan de match, c'est pas d'y penser pour le faire, c'est de le réaliser qu'il faut le faire. Donc, ça vous prend un plan de match puis un plan d'action. Il faut les poser, les actions à faire. Que ce soit au niveau de la génétique, au niveau de l'aménagement des bâtiments, au niveau de la régie d'élevage. Donc, tout ça va jouer, va pouvoir vous aider, mais il faut que ce soit bien fait et fait dans le bon temps et de la bonne façon. Puis, il ne faut pas investir 300 000 pour arriver à ça avec 90 vaches. Ça ne marchera pas plus. Le 300 000 va manger le profit que vous allez faire. Un dernier mot sur l'efficacité du travail. L'efficacité du travail, ça ne veut pas seulement dire des vêlages à l'herbe, donc des vêlages mi-juin. Bon, j'allais dire, c'est beaucoup la mode. Puis ça a été une façon pour bien du monde de régler des problèmes qu'il y avait avec les vêlages d'hiver, mais on n'a peut-être pas nécessairement réglé le problème. On a peut-être changer notre façon de faire pour éviter d'avoir le problème. Dans le sens que s'il y avait des problèmes de maladie, puis qu'on perdait beaucoup de veaux par la maladie, les pneumonies, la diarrhée, bien, il y avait des raisons pour lesquelles il y avait des diarrhées ou il y avait des pneumonies, puis on ne les a pas nécessairement corrigées. Donc, pour être efficace au travail, keep it simple, il faut que ce soit le simple mais performant. Ça veut dire des bâtiments et des enclos aménagés intelligemment. Ça veut dire le moins de minutes possible par action, mais en les faisant bien. Je ne vous dis pas si vous prenez 15 minutes, faites ça en 2 minutes, puis c'est tout croche. Je vais vous donner un exemple pour qu'on voit moins d'inventaires, fait que vous ne vous sentirez pas visé, mais il n'y a rien de plus inefficace que de surveiller un écureur qui tourne pendant 20 ou 25 minutes de temps. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a vu des producteurs qui s'installent au coin de la porte pour garder toujours un œil sur l'écureur au cas où la chaîne débarquerait. Mais de toute façon, même si tu es à côté, elle va débarquer pareil. Tu vas juste être plus vite pour peser sur le piton, mais il va être trop tard. Anyway. Donc, le temps inefficace, il faut qu'il soit banni. Des clôtures, des barrières inutiles, détacher les veaux 2 fois par jour. Il faut autant que possible éviter ces choses-là. Si vous êtes capable d'avoir un système d'alimentation, vous êtes capable d'alimenter aux 2, 3, 4 jours, ça se fait là, puis ça peut se faire très bien, surtout si vous êtes au ballon. Vous déposez les ballons en avant, vous en mettez un certain nombre et vous savez qu'il y en a pour tant de jours. Ça se peut que vous ayez à repousser, mais vous n'êtes pas obligé de partir le tracteur, ouvrir la barrière, aller souffler la neige pour aller chercher 2 balles à tous les jours. Quand vous allez le faire, vous allez y aller pour 10, 12, 15, 20 balles et vous allez en avoir pour plus longtemps. Ça ne veut pas dire que ça se fait pour toutes les catégories d'animaux, mais ça peut se faire. Ne pas répéter quotidiennement des opérations qui sont mécanisables facilement. Des fois, on n'y pense pas, mais parce que vous êtes dedans et on ne le voit pas, mais vous faites des petites opérations à tous les jours qui prennent du temps, mais que vous pourriez mécaniser facilement juste avec un timer, une minuterie ou des choses comme ça. Donc, c'est bien définir les opérations qui sont importantes. Puis, si vous voulez avoir des idées, là,
Il y a des conseillers, puis je pense surtout aux conseillers techniques, là, ils en visitent beaucoup de fermes. Ils envoient des trucs qu'un producteur analyse. Questionnez-les, ces gens-là. Questionnez des producteurs que vous savez qui vont bien, qui se débrouillent bien. Si vous pouvez vous trouver un producteur mentor, encore mieux. Donc, tantôt, on a regardé l'amélioration des performances que ça pouvait nous donner. Bien, ce que j'ai fait, j'ai repris mon budget, puis ici, si vous vous rappelez, j'avais 171 000 de revenus. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté 350 par vache de revenus en plus. Mon revenu est passé de 171 à 202 000. On a vu, pardon, on avait 67 de dépenses, mais il y a des fermes qui font du 58, puis même individuellement, il y en a qui font mieux que ça. Si on est capable de mieux contrôler ses dépenses, puis qu'on descend à 63 je viens de gagner 4 mais ma CDR maximale, que j'avais 30 000 tout à l'heure, est rendue à 50 000. Bien, je viens d'augmenter, grosso modo, là, si je prends un taux d'intérêt à 4 sur 15 ans, ma capacité d'emprunt de 129 000. Donc, je peux emprunter plus ou j'ai la capacité de payer plus mon vendeur de qui j'achète, puis je viens de gagner 1 400 par vache. Puis le 129 000 pourrait devenir 194 000 si on mettait le taux d'intérêt de 2 sur 20 ans. Et juste ça ici, c'est déjà une bonne marge. Bon, si vous êtes une relève et un acheteur, évidemment, vous allez avoir à négocier avec un vendeur puis à lui expliquer pourquoi et ce que vous voulez faire. Vous aurez à discuter avec lui puis à discuter de façon très sérieuse puis du contexte des prix. De vérifier, est-ce que le producteur il est soucieux de la continuité de sa ferme ou si lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre à tout prix au plus cher? Bien, c'est sûr que si vous êtes en concurrence avec des producteurs de lait ou des producteurs de porc ou même, je dirais, de grandes cultures, vous n'avez peut-être pas même chance de gagner cet achat-là si le producteur, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir plus d'argent. Mais les producteurs-vendeurs ne sont pas nécessairement tous des pécuniers. Puis il y en a beaucoup pour qui la continuité de leur entreprise dans sa production est une belle avenue pour eux autres. Bien choisir sa région, je vous l'ai parlé, vous allez acheter des terres à 15 000 l'hectare, je ne suis pas sûr que vous allez être dans la game. J'ai fait un comparable ici, mettons Saint-Isidore, Saint-Henri, versus Lac-Etchemin, où il reste à peu près un producteur de lait dans la paroisse, 2 producteurs de porc, puis 3 producteurs vache-veau. La relève n'est pas très forte dans la région. Donc, c'est pas plus facile et plus logique d'aller essayer de s'établir dans cette région-là que sur le bord du fleuve, ou en tout cas dans les 20 premiers kilomètres au bord. Par contre, il y a quand même des gros produits. Si on parle de Lac-Etchemin, ça ne veut pas dire que tout est facile, parce qu'il y a aussi à Saint-Odilon, qui n'est pas si loin que ça, des fermes en expansion, des grosses fermes qui regardent pour acheter des terres. Et là-dedans, il ne faut pas se conter d'histoires. Il ne faut pas que vous vous contiez des histoires à vous-même. Il y en a des possibilités de fermes à vendre, mais les fermes ne se prêtent pas tous à ce que vous voulez et à atteindre vos objectifs. Et il faut être capable de laisser de côté l'émotion si vous ne rencontrez pas vos objectifs que vous vous êtes fixés au départ avec les résultats et les prix. Touchez par ça, là, vous allez vous mettre dans le trouble. Juste avant, j'ai oublié, j'ai sauté une partie tout à l'heure. Quand j'ai présenté la version 1 de cette conférence-là, il y a un producteur, un de vos élus, qui m'a fait remarquer. Il dit, ouais, mais tu sais, quand on commence la première année, là, il dit, c'est pas surprenant que normalement, le taux de réforme dans le Vacheau, on parle de 10-11 par année. Il dit, ça serait pas surprenant qu'on arrive à 30-35 la première année, puis même la deuxième année. Moi, je vous dirais, pas que c'est pas surprenant, c'est surtout malheureux. Et c'est sûr que si vous pensez que vous venez d'acheter un troupeau et que vous allez réformer 10 puis la première année, vous clenchez ça à 35 puis la deuxième à 30 vous vous êtes fait avoir, ou plutôt, vous vous êtes joué un tour vous autres-mêmes. Vous n'avez pas bien analysé le troupeau, vous n'avez pas regardé la qualité des animaux qui étaient là,
l'âge des animaux qui étaient là, qu'est-ce que ces animaux-là ont produit dans les dernières années. Si vous avez acheté un troupeau, je vais reprendre mes 90 vaches, où il y en a 30 qui ont en haut de 14 ans, c'est bien de valeur, mais les vaches à 14 ans et plus, c'est pas les acheter le problème, c'est à quel prix on les achète. Vous pouvez acheter votre troupeau à peu près, je dirais, 800 $ ou à peu près le prix d'une vache de réforme, si vous voulez, de base, plus un 200 $ par année pour les années qui lui restent à faire. Pourquoi? Parce qu'une vache tard que vous allez acheter qui va coûter 2600 $, ça vous produit, elle va avoir une valeur de réforme. Et si elle vous produit 8 veaux dans sa vie, dans le fond, elle va s'amortir d'à peu près de 200 $ par, j'allais dire par lactation, mais on va dire plus dire par gestation. Donc, si vous achetez un troupeau avec des vieilles vaches, bien, les vieilles vaches, il faut que vous les payiez 1000 ou 1200 $, mais pas 2000 puis 2200 $. Faites attention à ça. Bon, en conclusion, évidemment, bon, vous voulez être un entrepreneur, bien, il faut être décidé, il faut être sérieux. Ça se peut que vous soyez aussi une autre catégorie que j'appelle les rentiers fortunés. Et là, évidemment, si vous êtes un rentier fortuné, les objectifs ne sont pas les mêmes. Bien souvent, on a l'argent, on a un fonds de retraite, on veut s'acheter une ferme. Le but, ce n'est pas la rentabilité, c'est tout simplement un mode de vie qu'on va aller chercher. Ça peut être une petite ferme, ça va très bien faire l'affaire, mais il faut savoir que ça aussi, c'est des acheteurs avec qui on peut être en concurrence si vous êtes un jeune de la relève. Bien définir vos objectifs, vos besoins, vos orientations. Écrivez-les pour ne pas les oublier et les avoir toujours en tête. Faire une analyse sérieuse du projet, voir vraiment analyser le potentiel du site ou du projet. Ce que vous achetez, c'est une ferme qui produit tel volume aujourd'hui, mais c'est quoi son potentiel? Puis ça va me prendre combien de temps à me rendre à ce potentiel-là? Il y a des projets qui ça va vous prendre 4-5 ans avant d'atteindre le plein potentiel. Il y en a d'autres, dans l'espace d'un an, ça peut être atteint. Donc, dépendamment de ce qu'on a à modifier. Être ouvert aux nouvelles, aux différentes façons de faire, c'est important. Se faire accompagner, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les conseillers techniques, les conseillers en gestion, un producteur mentor. Il y a de la place pour le vin au Québec, mais on ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quoi et par n'importe qui. Il faut le vouloir, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut être prêt, puis il faut bien choisir. Oups. Excusez, je allé un petit peu trop vite, mais c'est bon. Donc là-dessus, je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions et commentaires, bien évidemment, on va pouvoir y répondre. Et je dirais un merci spécial aux organisateurs de l'événement aussi. Merci beaucoup.